le gouvernement a un problème, il commande un rapport. Et c'est là qu'on retrouve le paradoxe temporel. Et il nous était demandé de travailler dans la confidentialité la plus totale. Bienvenue à la Mêlée numérique 2022 qui sera hautement introduit par Philippe Devost avec une keynote qui s'appelle le French Paradox où Philippe Devost revisitera le triangle de paradoxe, théorème qu'il a développé dans un livre qu'il dédicacera de mémoire vive, une histoire du numérique entre les deux mi-temps de Meet the Big. Alors si vous avez de la forme, j'ai envie que vous donniez un maximum d'applaudissements pour Philippe Devost, s'il vous plaît. Est-ce que je vous prends en photo? Non. Pas tout de suite. Bien, bonjour Toulouse. On recommence. Bonjour Toulouse. On y est presque. Bonjour Toulouse. Voilà, c'est bon. On peut commencer. Madame la présidente de région, je ne sais pas si elle est là, mais c'est toujours très poli de commencer par Madame la présidente de région. Monsieur le maire et président de Toulouse Métropole, je ne sais pas s'il est là non plus, mais c'est toujours très poli de commencer comme ça. Messieurs, mesdames les élus, chers entrepreneurs, chers représentants de l'industrie, et j'allais oublier chers étudiants, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je voudrais savoir combien il y a d'étudiants dans la salle. Voilà. Et parmi ceux-là, combien il y a d'étudiants de l'EPITA? Ils dorment encore. C'est incroyable. Ils ont dû bosser jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, mais ça, on y reviendra. Je voudrais d'abord remercier Édouard, qui, je crois, est déjà parti. Non, il est encore là. Donc voilà, Édouard, je voudrais te remercier de la confiance que tu me fais en me permettant d'ouvrir cette matinée. Je voudrais te remercier parce qu'on s'est rencontrés il y a presque 10 ans, à une époque où tu étais déjà actif, puisque la Mêlée, je crois, fête ses 22 ans. Et on s'est rencontrés à un moment où on préparait ce qui est arrivé depuis, on préparait ce qui est devenu la French Tech. Et je voudrais revenir sur cette histoire, en disant au préalable que je suis très impressionné de voir ce que toi, tu as su faire de la Mêlée numérique avec tes 40 collaborateurs, ce que tu as su apporter à l'écosystème toulousain, et qui rayonne maintenant jusqu'aux confins de l'Occitanie. Et de cela, je crois qu'on peut te remercier et on peut t'applaudir. Alors, ça fait 10 ans, ou presque. Et en préparant cette keynote, je me suis dit qu'il fallait que je fasse deux choses. La première, c'est que je suive non pas les consignes, mais les propos qui ont été donnés hier par le représentant de la présidente de région, qui a expliqué qu'avec le numérique, d'une certaine manière, nous étions toutes et tous devenus en quelque sorte feignants. Donc je me suis appliqué ce principe. Et je me suis aussi appliqué un autre principe qui est d'actualité, qui est d'être le plus écologique possible. Et j'ai donc décidé de recycler. J'ai donc décidé de recycler des propos, des réflexions qui avaient conduit notre action lorsque j'étais à la Caisse des dépôts et que nous préparions le lancement de ce qui allait devenir la French Tech. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter brièvement ce matin. La French Tech n'a pas commencé en France. La French Tech a commencé en Angleterre. Et comme on le dit de temps en temps dans les livres d'histoire, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Les Anglais ont tiré les premiers, dans un contexte où les Jeux Olympiques de 2012 étaient déjà en préparation à Londres, se posait la question de savoir comment se réaménager tout le quartier d'East London. Et il commençait déjà à Londres à se passer des choses du côté de Shoreditch et du côté d'un lieu que vous avez peut-être entendu nommer, qui est le Silicon Roundabout, qui était une espèce de rond-point pourri dans une banlieue qui n'était pas encore très bien fréquentée et dans laquelle, pour des raisons tout simplement de loyer, avaient commencé à venir s'installer des startups. Le Premier ministre et le maire de Londres ont pris la balle au bond et David Cameron a, en novembre 2010, fait un discours qui parlait de son intention de faire de Londres pas uniquement la capitale de la finance, mais d'en faire la capitale, la tête de pont des technologies numériques en Europe.
Et c'est ce qu'ils ont appelé Tech City. Et Tech City a commencé à faire du bruit. Tech City avait annoncé une ambition de commencer par Londres, et puis quelques années plus tard, de déployer cette démarche dans les différentes villes du Royaume-Uni. Mais au départ, tout s'est concentré à Londres. Et encore une fois, la presse, les médias s'en sont fait l'écho, si bien qu'à la fin de l'année 2012, on n'entendait plus parler que de cela. Et ça a commencé à légèrement piquer nos élus et nos dirigeants politiques, à Paris notamment. Et le gouvernement en France, lorsqu'il est énervé, lorsqu'il est soucieux, lorsqu'il est préoccupé, est-ce que vous savez ce qu'il fait? Quand le gouvernement a un problème, il commande un rapport. Tout commence toujours par un rapport. Et il se trouve que c'est tombé sur nous parce qu'au coin d'un ascenseur un soir, au pied d'un ascenseur, celle qui dirigeait la mission du programme d'investissement d'avenir, qui était le premier en son genre, les fameux 35 milliards du président Sarkozy. 35 milliards aujourd'hui, ça ne représente plus grand-chose. On est capable de débloquer dans des situations compliquées des dizaines de milliards. Mais à l'époque, 35 milliards, ça faisait beaucoup. Et ça nécessitait un encadrement. Et ça nécessitait un encadrement sur la durée. Et quand on veut faire des choses sur la durée, à qui est-ce qu'on s'adresse? À la Caisse des dépôts. Parce que la Caisse des dépôts, je ne sais pas si la représentante locale de la Caisse des dépôts est ici dans cette salle, je sais qu'elle interviendra cette semaine, mais la Caisse des dépôts, tout le monde lui fait confiance, parce qu'on sait qu'elle est capable de gérer le temps long. Et on reviendra sur cette question de la durée. Et le titre initial du rapport qui avait été demandé, et que la Caisse des dépôts avait accepté de rédiger, et qui m'était tombé dessus, un soir, au pied d'un ascenseur, c'était Paris, capitale numérique. Tout simplement parce qu'on avait regardé ce que faisaient les Anglais. Les Anglais avaient obtenu un alignement parfait entre le maire de Londres, à l'époque Boris Johnson, et le Premier ministre David Cameron, qui parlaient d'une seule voix, qui parlaient de concert, et qui, encore une fois, cherchaient à attirer d'abord à Londres pour déployer ensuite. Sauf que, à nouveau, cette démarche a considérablement énervé le maire de Paris. Parce que, en France, nul autre que Paris ne peut dire et décider ce que Paris doit être. Alors la bronca a commencé à monter et très vite on nous a dit non, il ne faut plus faire ça, on traitera Paris à part. Ce qu'il faut, c'est parler de quartier numérique et d'emblée attaquer l'ensemble du territoire. Alors le terme quartier numérique n'était pas super clair. Il n'empêche que nous avons écrit ce rapport, commandé par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Nous avions 6 mois. Et il nous était demandé de travailler dans la confidentialité la plus totale. Et j'ai la fierté de savoir que rien de ce rapport n'a jamais fuité, alors qu'on s'était entouré d'un advisory board, pardon pour le mot anglais, auquel j'avais rajouté une petite lettre qui est la lettre S pour Shadow. Et cet advisory board savait qu'il n'aurait aucune gloire à avoir participé à ce projet, savait qu'il leur était strictement interdit de parler de quoi que ce soit, mais qu'à l'inverse, s'ils voulaient tenir des propos contradictoires, ils avaient une liberté de parole entière sur tout le reste de leur activité. Et donc, le 1er juillet, on a remis ce rapport au gouvernement. Et il se trouve qu'au gouvernement, il y avait une ministre, Fleur Pellerin, qui avait très bien préparé le sujet et qui, dans les jours qui ont suivi la remise et la publication de ce rapport, qui a eu un succès d'estime, puisque jamais aucun rapport de la Caisse des dépôts n'avait dépassé les 1000 téléchargements. Là, tout le monde s'en est emparé très vite. Et Fleur Pellerin a réussi très rapidement à débloquer 225 millions d'euros pour encourager le rayonnement des écosystèmes numériques dans toute la France, de manière néanmoins sélective. Elle a travaillé en parallèle sur le lancement d'une marque qu'elle a annoncée au mois de novembre 2013. Et cette marque, c'est la French Tech. La French Tech a fait couler de l'encre, la French Tech a mobilisé énormément. La French Tech a mobilisé notamment toutes les régions qui souhaitaient être représentées et embarquées dans ce mouvement collectif. Le processus de choix était relativement sélectif. Il fallait notamment présenter une taille critique sans laquelle un écosystème ne peut pas vivre par lui-même. Et ce travail, progressivement, a débouché sur 13 écosystèmes French Tech, Paris étant à part, puisque seul Paris ne peut dire à Paris ce que Paris doit être. Et ensuite, la réforme des régions voulue par le président Hollande
a permis à chaque région, peu ou prou, de disposer de sa propre métropole French Tech. Alors, pour faire preuve de pédagogie vis-à-vis du gouvernement, parce qu'il faut toujours être pédagogue vis-à-vis d'un gouvernement, toujours, sans les enfermer dans l'obligation de prendre une position trop tranchée, parce que les gouvernements successifs apprécient une marge de manœuvre qui leur permet le ni ou bien le et en même temps, on a choisi de poser le sujet sous la forme de 3 paradoxes. 3 paradoxes qui sont propres à tout encadrement, à tout déploiement, à tout accompagnement par la puissance publique de ce que c'est qu'une métropole numérique. Le premier de ces paradoxes, il est géographique. Je l'ai évoqué il y a un instant, et c'est celui, d'une certaine manière, que la pandémie qu'on vient de traverser a révélé de manière éclatante. Dans l'économie numérique, on peut travailler de n'importe où, on peut faire tourner une entreprise de n'importe où, et néanmoins, dès qu'on a la possibilité de se retrouver, de se regrouper, on le fait. La preuve, vous êtes là. Le deuxième paradoxe, qui est déjà plus difficile pour les autorités politiques, est un paradoxe darwinien. Le paradoxe darwinien, c'est celui qui fait l'équilibre entre, d'une part, l'émergence, puisque dans l'économie numérique, on le sait, vous le savez toutes et tous, l'innovation vient toujours de là où on ne l'attend pas. Plus vous voulez être dirigiste, plus vous voulez faire des plans, au sens de ce qu'essaye de faire aujourd'hui notre cher commissaire au plan, plus vous risquez de rater ce qui va émerger à côté, ce qui va se produire devant ou derrière, là où vous ne l'aviez pas prévu, alors que c'est constitutif de l'innovation. Mais en même temps, lorsque vous souhaitez engager des financements dans des écosystèmes de start-up, et lorsque vous souhaitez y associer des investisseurs en capital risque, vous avez absolument besoin de suivre les règles du capital risque dans lesquelles il y a le mot risque, qui est un risque que vous gérez par l'allocation de capital précisément. On dit parfois dans la Silicon Valley qu'un investisseur est quelqu'un qui investit jusqu'à ce que les choses soient claires. Et lorsqu'il est clair qu'une start-up ne va pas atteindre le développement que ses fondateurs avaient envisagé et au titre duquel ils avaient levé des fonds, un investisseur arrête d'investir. Quand un investisseur arrête d'investir dans votre entreprise, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est normal. Lorsqu'il commence à ne plus assister à vos boards ou lorsqu'il envoie un junior, c'est un signal, et encore une fois, c'est normal. Et donc il faut accepter, lorsque vous voulez financer l'innovation à travers les startups, vous devez accepter le risque qu'une grande proportion d'entre elles ne parviennent pas au but. C'est comme ça que vous allez pouvoir concentrer les fonds que vous avez levés sur celles qui ont le plus de chances de réussir. Mais donc pour ça, il faut être sélectif, il faut accepter de dire non. Et comme vous le savez, non, c'est un terme que le vocabulaire politique préfère ne pas utiliser. Il y a un troisième paradoxe, qui est le paradoxe temporel. Dans l'économie numérique, l'innovation non seulement arrive là où on ne l'attend pas, mais elle se produit à une vitesse à laquelle on ne s'attend pas. Et d'une certaine manière, cette révolution numérique qu'on a tous traversée sans plus ou moins en comprendre tous les ressorts, elle nous a pris de vitesse, elle vous a pris de vitesse, et encore vous étiez les mieux placés pour surfer sur la vague, elle a pris de vitesse la société, et a fortiori, elle a pris de vitesse le monde politique. Et donc, lorsque vous concevez des programmes d'accompagnement des écosystèmes numériques partout en France, vous êtes obligé de raisonner sur le temps long, voire sur le temps très long, c'est-à-dire au-delà de votre propre mandat. Vous devez avoir le courage que d'autres récoltent les fruits de ce que vous avez semé. Et d'ailleurs, ça n'est pas tellement du courage, c'est plus de l'humilité, mais vous devez raisonner sur le temps long, tout simplement parce que ce temps, c'est le temps du cycle de vie d'un fonds de capital risque. Un fonds de capital risque, ça a une durée de vie d'à peu près une douzaine d'années, et une équipe d'investissement, c'est une équipe qui a fait ses preuves en bouclant son premier fonds, en levant le fonds suivant, en l'investissant, en le terminant, en rendant l'argent à ses souscripteurs et en levant le fonds suivant. Quand vous vous engagez dans ce métier, ce n'est pas pour la vie, mais c'est au minimum pour 15 à 20 ans.
Et d'ailleurs, le point de départ du programme d'investissement d'avenir, c'était précisément, une des raisons, c'était précisément pour éviter qu'à l'issue de la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a mis 1 an et demi à se répercuter sur l'Europe, avec cette espèce de sens extraordinaire qu'ont nos amis américains d'exporter leurs problèmes et de les faire gérer par d'autres, eh bien, le risque était, en 2010, que le tarissement des sources de financement conduise l'ensemble, ou une grande partie en tout cas, des écosystèmes d'investissement, des sociétés d'investissement, à ne pas arriver à relever le fonds suivant, et donc à s'arrêter. Et c'est pour cette raison-là qu'autant d'argent a été mis dans les fonds de capital risque français, à travers, encore une fois, la Caisse des dépôts, qui ne faisait que mobiliser de manière extrêmement rigoureuse vos impôts et les miens. Ce paradoxe temporel, on arrive pas loin d'un moment de vérité. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé et quand on regarde ce qui se passe 10 ans plus tard, on constate que David Cameron est sorti, Boris Johnson s'est fait sortir il n'y a pas très longtemps, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. La seule chose qui ne soit pas encore complètement sortie, ce sont nos fameuses licornes. Et il faut se souvenir qu'une licorne, et ça c'est la partie un petit peu dure de mon intervention, c'est la partie politiquement pas correcte, une licorne, c'est une opinion. C'est l'opinion que se font, à un instant donné de son histoire, des investisseurs qui vont mettre de l'argent dedans sur la base d'une valorisation d'au moins 1 milliard. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une valorisation d'au moins 1 milliard ? Ça veut dire la promesse que quelques années après, l'entreprise en vaudra au moins 2. Elle en vaudra 2 soit à l'occasion du tour de table suivant, qui sera encore à nouveau une opinion sur sa valeur potentielle à un instant donné, mais on ne saura réellement ce que vaut une licorne que le jour où elle sera soit entrée en bourse, soit rachetée par une entreprise plus grosse qu'elle, pour une valorisation, encore une fois, largement supérieure à 1 milliard. Et de ce point de vue-là, nos licornes, dans leur très grande majorité, ne sont pas encore sorties de l'enclos. Et c'est là qu'on retrouve le paradoxe temporel, c'est qu'on avait écrit très tôt dans le rapport que toute cette stratégie, toute cette démarche ne porterait pleinement ses fruits, au-delà de la vibration de tous les écosystèmes French Tech qu'on a pu observer partout dans le pays, que cette stratégie ne porterait ses fruits que si 10 ans après, on avait un marché d'exit suffisamment mature pour que des introductions en bourse puissent se produire. On en a eu quelques-unes, mais à des valorisations qui n'ont pas forcément été celles qu'on attendait des licornes. Et tandis que nous entrions dans l'enclos, dans le parc, plus de 25 licornes, et encore une fois, je m'en réjouis pour chacun des fondateurs de ces entreprises, pour chacune des équipes qui y travaillent, pour chacun des investisseurs qui se sont lancés dans ce pari, la vérité émergera le jour où elles seront sorties. Et alors je me suis permis, à la fin d'un des chapitres du livre que vous trouverez tout à l'heure, cette phrase qui a beaucoup vexé, mais qui, à mon sens, dit quelque chose de juste, qui est qu'il ne faut pas uniquement, dans un funnel, dans un cycle d'investissement, il ne faut pas uniquement regarder les entrées, il faut raisonner également sur les sorties. Et tant qu'on se focalise uniquement sur l'entrée, on a un angle mort, et cet angle mort, il va falloir le combler, il va falloir l'éclaircir, et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, que progressivement, d'éclaircir l'horizon des licornes qui sont en Occitanie, de sorte qu'elles puissent réussir leur sortie et quitter la scène d'une certaine manière en ayant accompli leur mission et en ayant accompli la mission que leurs investisseurs s'étaient donnée. Alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, je suis donc revenu à Toulouse, presque 10 ans après avoir visité la cantine toulousaine, avoir rencontré Édouard. Nous avions à l'époque visité quelques-uns des quartiers numériques les plus vibrants. On était allé à Lyon, on était allé à Lille, et c'est à Toulouse que j'avais trouvé le plus grand bouillonnement d'énergie, à la fois dans les technologies numériques de l'époque, mais aussi dans les réseaux, mais aussi dans l'industrie. Et force est de constater que 10 ans après, Toulouse a étendu son emprise, Toulouse a partagé son succès, Toulouse s'est déployée partout, et que vous pouvez être fiers de ce que vous avez réussi à faire en vous emparant vous-même du sujet.
Bon, il y a juste un petit point, c'est que j'ai compris que la ligne 3 progressait, mais n'était pas encore complètement terminée. Et donc, je vous souhaite bien du courage pour transiter de Toulouse à la Beige, comme j'avais pu le constater il y a déjà 10 ans. Mais j'ai compris que c'était en voie de résolution. C'est un petit clin d'œil pour nos élus locaux et pour tout le travail qu'ils ont engagé pour faire en sorte que vous puissiez circuler, puisqu'une ville, ça n'est pas uniquement un stock d'individus, ça n'est pas uniquement un stock d'entreprises, ça n'est pas uniquement un stock de foncier. Une ville, c'est aussi des flux, c'est aussi des déplacements. Le commerce est une affaire d'entrée et de sortie. Et pour pouvoir entrer et sortir, il faut pouvoir circuler. Et la prétention que j'ai, c'est qu'une grande partie de cette histoire qui vient de s'écrire, qui elle-même est inscrite dans une histoire plus vaste, était déjà là sous nos yeux, que nous n'avons simplement pas vue, parce que les choses allaient trop vite. Et c'est, dans ces 30 secondes d'autopromotion, l'objectif que je me suis fixé en écrivant ce livre pendant 2 ans et demi. Alors maintenant, nous allons regarder l'avenir. Et l'avenir de la French Tech, de mon point de vue, ça n'est pas uniquement vous, pour les quelques années qui viennent, c'est aussi la relève. Et la relève, ce sont les étudiantes et les étudiants qui sont très nombreux à Toulouse. Toulouse est la 4e ville étudiante de France. Moi, j'ai lu 4e il n'y a pas très longtemps, mais je serais ravi de mettre à jour mes sources, puisque je préfère vérifier. J'avais vérifié ça avant de finir ma présentation, mais l'erreur est humaine, donc je serais ravi encore une fois de connaître vos sources. Et donc l'avenir de la French Tech, ce sont les étudiantes et les étudiants qui vont être les talents de demain, et dont j'ai compris ces 2 derniers jours pendant ma visite à Toulouse, à quel point vous toutes et tous, vous en aviez besoin. Et c'est pour ça qu'il y a quasiment 1 an jour pour jour, je suis retourné moi-même à l'école. J'ai pris la direction d'une grande école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPITA, qui forme ce que j'ose appeler des computer scientists, c'est-à-dire des profils capables de maîtriser l'ensemble de la stack logicielle jusqu'aux couches les plus basses, et capables, en toute autonomie, de reprendre la main sur n'importe lequel des systèmes sur lesquels ils opèrent, parce qu'ils ont reçu une formation extrêmement intense, extrêmement exigeante, dans laquelle ils ont précisément appris les fondamentaux et appris à se débrouiller. Et je viens aujourd'hui devant vous vous indiquer et vous préciser que l'EPITA continue son expansion à Toulouse. Nous avons déjà 350 étudiants qui seront l'année prochaine 400 et l'année suivante 500, puisque nous déployons l'intégralité du cycle ingénieur en 5 ans. Et dans le cadre de ce déploiement, nous sommes en train de préparer le lancement d'une majeure. Les majeures chez nous, ce sont des fins de formation qui durent 2 semestres, suivis d'1 semestre de stage en entreprise. Cette majeure se consacrera de manière un peu évidente à l'écosystème toulousain, c'est-à-dire à la sécurité et à la sûreté d'intelligence embarquée. Et si vous avez des besoins, si vous avez des tensions dans vos recrutements, les 2 personnes les plus importantes auxquelles il faut s'adresser sont certainement pas moi, mais Madame Lamouly et Monsieur Gentil qui sont dans cette salle. Laurence Lamouly, si vous voulez bien vous lever. Voilà, Laurence est la directrice déléguée d'EPITA à Toulouse. Et Hubert Gentil, si vous voulez bien vous lever. Hubert est celui qui est en charge de la majeure SSIE. Nous avons rencontré hier un grand nombre d'entreprises qui toutes nous disent et nous confirment à quel point elles ont besoin que nous formions ces talents, puisque dans l'économie numérique, la seule limite, c'est le talent. Je vous remercie beaucoup et si nous avons le temps, je serai ravi de prendre quelques questions. Merci à vous. Et merci à vous, Philippe Devost. Le temps de prendre le micro. Si vous avez une question, je vais vous l'amener directement. N'hésitez pas à lever la main pour me faciliter la tâche. Sinon, je désigne. Hein, c'est simple. Eh bien, tout était clair, ma foi. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Audrey, éventuellement ? Ah, une question. En plus, je le connais, c'est Thierry Pajot. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de bien parler avec le micro sur le menton pour qu'on vous entende. Bonjour, merci pour cette intervention. Une simple question, la French Tech aujourd'hui, c'est quoi ? Et c'est quoi à Toulouse ? Alors la French Tech aujourd'hui, c'est, encore une fois, 15
métropoles dans lesquelles se sont regroupés des startups, parfois des investisseurs locaux, des industriels, et qui ont appris à travailler ensemble, à mon sens, d'une manière qui n'avait encore jamais été envisagée. La French Tech aujourd'hui, ce sont encore des limitations, des freins, des blocages, notamment lorsqu'il s'agit de travailler avec des donneurs d'ordre en provenance de la puissance publique. J'entends encore trop souvent des startups qui me disent « on est frustré parce que lorsqu'on discute avec une entreprise publique, elle nous dit qu'elle ne veut pas prendre le risque de faire un projet avec nous, tout simplement parce qu'elle nous mettrait en dépendance au motif qu'elle deviendrait notre principal client ». Ça, ces blocages-là sont des blocages culturels, il va falloir encore du temps pour les franchir. Mais ce que je constate aussi en revenant à Toulouse, c'est que la French Tech à Toulouse a déjà franchi ce pas, puisque on trouve un très grand nombre de startups qui savent déjà travailler avec le tissu industriel, parce que vous avez gardé, en matière de technologie, une très forte compétence, une très forte appétence pour des sujets d'ingénieurs, que ce soit dans le monde de l'aéronautique, que ce soit dans le monde de l'automobile et de tous les composants extrêmement sécurisés qu'il faut mettre en œuvre si on veut éviter le moindre accident, que ce soit en matière de télécommunications, et je pense notamment à la 5G. Et donc la French Tech toulousaine, de mon point de vue, est une de celles dont l'avenir est le plus prometteur. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça a l'air. Bon, parfait. Oui. Bonjour, je suis Mathieu Flasselière de la société 1, 2, 3, CAD. On essaye de démocratiser la réalité virtuelle et moi je serais intéressé de savoir comment on peut devenir partenaire de la French Tech en sachant qu'aujourd'hui on est déjà partenaire de la mêlée numérique. Monsieur le Président. Quelle est la plus-value intéressante d'être partenaire avec la French Tech? Alors pour répondre à votre question, je vais redonner une précision. J'ai peut-être été ambigu ou peut-être été pas suffisamment clair. J'ai eu la chance de participer, encore une fois, aux préparatifs qui ont donné naissance à la French Tech. J'ai eu la chance pendant quelques années d'accompagner le fonds French Tech Accélération qui était géré par la principale filiale de la Caisse des dépôts qui est BPI France, puisque BPI France est détenu à parité entre l'État et la Caisse des dépôts. Mais j'ai eu plusieurs vies, j'avais eu plusieurs vies avant, j'en ai eu plusieurs après, j'en ai une nouvelle depuis 1 an. Et donc je ne suis pas certain d'être la meilleure personne, d'être le mieux placé pour vous répondre. Je pense qu'Edouard doit avoir des réponses beaucoup plus pertinentes que vous. Ce que je sais, c'est que le domaine de la réalité virtuelle est un domaine extrêmement prometteur, un domaine encore très ambigu parce que tout le monde vous parle de métaverse, on est probablement au sommet de la courbe du hype du Gartner. Moi je suis frappé de voir qu'un très grand nombre de personnes qui parlent du métaverse confondent encore la dimension de la réalité virtuelle et cette autre dimension qui est le Web 3, qui est un sujet à mes yeux beaucoup plus politique, puisque le Web 3, ça n'est rien d'autre qu'une nouvelle tentative de décentraliser complètement ce qu'il est encore trop aujourd'hui, jusqu'à la monnaie dans certains cas. Donc vous voyez bien qu'on vient percuter des référentiels culturels, historiques, économiques profonds. Souvent dans le métaverse, on associe les deux et on les associe de manière peu claire. Ce qui est évident en revanche, c'est que dans la réalité virtuelle, la puissance de calcul n'a jamais été aussi abondante, que pour ceux d'entre vous qui sont des joueurs invétérés, vous avez déjà dû constater que la fluidité du rendu, le réalisme de ce qu'on trouve dans les dernières générations de jeux vidéo est époustouflante. Vous avez l'intelligence artificielle qui permet de complètement mélanger des scènes pseudo-réalistes avec du contenu animé, pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez des progrès considérables qui ont été faits en matière de casque, même si, de mon point de vue, le chemin est encore devant nous. Je pense qu'il va falloir, disons 10 ans, avant d'avoir des expériences totalement immersives, avec un temps de réponse totalement ridicule, avec une densité de pixels et une résolution similaire à celle de l'œil humain. Et pour avoir travaillé dans une start-up de traitement d'images que j'ai vendue à Apple en 2010, je peux vous dire que l'œil humain a une capacité en résolution et en gestion de la profondeur de couleur qu'on n'arrive pas encore à atteindre aujourd'hui. Or, si vous voulez faire de l'immersif, il va falloir non seulement battre l'œil humain, ou en tout cas être capable de lui simuler une réalité, il va falloir également être capable de s'adresser aux autres sens, puisque sans le toucher, sans l'odorat,
sans l'audition, et l'audition dans tout ce qu'elle peut avoir de spatialisé, vous n'arriverez pas complètement à atteindre le Graal qui est la présence. Allez, encore une question de Mathieu. On peut peut-être laisser la part belle à une nouvelle question ou une réaction peut-être. Allez, très bien. Mais pour imager un peu vos propos, je pense que la réalité virtuelle, c'est difficile à décrire et il faut vraiment le vivre en fait. Il faut vivre l'expérience. Et du coup, demain, si ça vous intéresse, 1, 2, 3, 4 propose justement des immersions VR sur du matériel. Aujourd'hui, c'est les Oculus Quest 2. Après, si vous voulez du matériel aujourd'hui, je pense que la technologie, elle y est. Après, c'est le prix. Vous avez les casques Varjo qui sont à plus de 10 000 €, où là, on a un rendu au niveau pixel et au niveau précision de vision qui est assez proche de la réalité quand même. Mais bon, c'est des technologies encore... C'est des technologies, c'est ce que je disais, qui seront probablement arrivées à complète maturité d'ici une dizaine d'années, surtout si on les complète avec d'autres moyens de stimuler les sens humains. Moi, je ne suis pas un pro de la réalité virtuelle. J'en ai fait quelques expériences. La première, il y a 10 ans, m'a collé la nausée, parce qu'il y avait encore un lag qui était trop grand entre le mouvement de la tête et le suivi de l'image. La deuxième, plus récemment, était à La Défense, où j'ai visité l'exposition virtuelle sur Notre-Dame, pour m'apercevoir que les progrès étaient considérables, mais qu'il fallait encore un sac à dos avec un ordi, une batterie, et que la rencontre des autres personnages n'avait pas encore atteint le niveau de définition suffisant. J'ai aussi fait cette expérience qui manque un sens, qui est le toucher, puisque dans la visite virtuelle de Notre-Dame, qui est spectaculaire, hein, quand vous notamment vous élevez en hauteur pour regarder le sol, vous avez un début de vertige. En revanche, vous pouvez toujours traverser les murs. Or, un mur, jusqu'à preuve du contraire, ça ne se traverse pas. Il y a une expression en français qui dit « se prendre un mur », je crois qu'elle est suffisamment explicite. Mais voilà, on a encore du chemin devant nous. On voit très bien où ça va, mais je pense encore une fois que ça arrivera à maturité et ça sera complètement déployé dans le grand public d'ici une dizaine d'années. On a le temps, d'ici là, de se préparer à la création d'univers dans lesquels vous pourrez vous rencontrer à distance, ou dans lesquels, et c'est là que ça devient intéressant, votre avatar pourra vous rencontrer à distance, puisque dans le métavers, il y a une notion nouvelle qui est celle de persistance et de celle de permanence. Cet univers continue d'exister même lorsque vous n'êtes pas dedans, mais vous pouvez y laisser des traces, vous pouvez y constituer de la propriété, vous pouvez y construire des actifs, et c'est bien tout le sens de la direction qu'on est en train de prendre, mais encore une fois, dans un état de confusion qui fait penser au fond au tout début de l'Internet, où tout le monde essayait des choses, les protocoles se permettaient de se rejoindre, et personne n'avait vu arriver ce qui est arrivé. Y compris la concentration du pouvoir dans les mains d'un très petit nombre d'acteurs. Et si on veut retranscrire l'histoire à la date d'aujourd'hui, les deux acteurs les mieux placés pour conquérir ces nouveaux univers sont les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. L'Europe, parfois, croit encore qu'elle est à la table des négociations, alors qu'au fond, elle est au menu. Philippe, me permettrez-vous de prendre la dernière question? Avec plaisir. Avez-vous apprécié votre présence à la Mêlée numérique 2022? Non seulement j'ai apprécié ma présence à la Mêlée, surtout qu'elle fait que commencer. Je serai parmi vous jusqu'au milieu de l'après-midi. Je serai ravi, encore une fois, de pouvoir échanger avec certains d'entre vous, même si les personnes les plus importantes, je vous les ai présentées tout à l'heure. Et j'ai tellement apprécié que si j'ai l'opportunité de revenir l'an prochain, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, je pense qu'on a apprécié Merci aussi. de votre accueil. Mesdames et messieurs, Philippe Devos, s'il vous plaît.